c'est le moment de retrouver le dossier dans le 11-12, après ce titre de Coldplay, My Universe. Alors, effectivement, vous êtes intervenu, Gérard Mavian et Robert Six du FC Que Choisir à Saint-Malo et ses environs. Gérard Mavian, donc responsable de la section, de l'antenne, je le dis comme ça, de l'association locale. De l'association locale, Ouais. UFC Que Choisir. Robert Six, donc vous êtes membre aussi bénévole du UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Donc je disais, vous êtes intervenu il y a quelques mois sur Radio Parole de Vue pour nous parler de l'assurance dommage ouvrage et l'assurance décennale. Et ça avait été bien évoqué, je me souviens précisément par vous, Robert Six. Alors le sujet était copieux, c'est vrai. Vous aviez évoqué la notion de dommage intermédiaire. Voilà, les mots ont un sens, surtout en droit. Alors il s'avère que votre association de consommateurs UFC Que Choisir a constaté une recrudescence de demandes d'aide sur ce thème. D'où cette nouvelle intervention ciblée sur le sujet, Gérard Mavian? Oui, tout à fait. Alors, on constate depuis le retour des congés que nous sommes sollicités sur les voitures d'occasion qui posent de gros soucis à tous les consommateurs qui en achètent. Alors, pour les bonnes raisons que les voitures neuves deviennent de plus en plus inaccessibles au point de vue prix, voire les délais et qu'il y a une inflation en ce moment, une inflation, à personne. Et puis donc une pénurie de voitures neuves. Donc, ça veut dire des délais d'attente aussi. Des délais d'attente énormes. Et les personnes qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, évidemment, sont à la recherche de voitures, des bonnes occasions, etc. Or, certains arnaqueurs en profitent pour glisser dans le lot des voitures d'occasion des fers à repasser. Et les personnes se retrouvent totalement démunies face aux problèmes que ça entraîne. Là, à Saint-Malo, vous avez eu des témoignages ou des appels de personnes qui ont été arnaquées? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... Okay. Et le deuxième thème... vigilance, alors. Très vigilance. Donc, ce sera l'occasion aussi de faire, dans les prochaines émissions, justement, essayer de voir comment on peut y pallier. Pour cette fois-ci, on va parler aussi, on s'aperçoit que sur le deuxième thème qui est récurrent maintenant et qui vient, on va dire malheureusement en force, c'est tout ce qui touche les constructions et les défauts on parle... On appelle les vices les vices, etc. Bon, on est dans l'immobilier, là, on est bien dans d'accord. l'immobilier. Hein. Okay. Et aujourd'hui, j'ai fait appel aux compétences de Robert pour justement qui a une grande maîtrise de tout ce qui touchait les assurances, pour pouvoir développer ces fameux dommages intermédiaires. Donc je le laisse développer. Voilà. On écoute, Bien, c'est vrai, effectivement, les dommages intermédiaires, c'est très mal connu du consommateur, qui se trouve souvent désemparé parce que l'expert passe dans le cadre de la garantie décennale ou de la garantie dommage ouvrage, regarde le problème et conclut, pas de chance, c'est un dommage intermédiaire et c'est pas garanti. Et ça, les gens tombent des nues parce qu'ils n'avaient aucune idée que des choses n'étaient pas garanties en décennale ou en dommage ouvrage. Alors, juste un petit rappel qui va être très condensé de ce que j'avais dit la dernière fois, parce qu'il faut rester dans le contexte de l'assurance décennale et de la garantie de bon fonctionnement. Donc, il existe 3 périodes de garantie en matière de travaux de construction: la garantie de parfait achèvement d'1 an, la garantie de 2 ans de bon fonctionnement et la garantie décennale de 10 ans. Pour les 2 dernières garanties, je rappelle que c'est une présomption de responsabilité de l'artisan. Ça veut dire que c'est très confortable pour le consommateur puisqu'il doit simplement montrer qu'il a un dommage, ce qui est relativement facile. Hein, on peut le constater. Une photo ou même de visu. Et après, c'est fini, quoi. L'artisan est responsable, point. Et il appelle son assureur. Comme les artisans, pour ces 2 dernières garanties, doivent souscrire une assurance obligatoire, qu'on doit donner cette assurance avant les travaux au consommateur pour qu'il sache que la personne est bien assurée. Et je dirais que la plupart des artisans sérieux sont assurés. Bien, l'entrepreneur est aussi très à l'aise parce que s'il y a un problème, il sait qu'il ne va pas payer toute sa poche. Il a peut-être une franchise, mais globalement, ça ne sera pas toute sa poche. Et donc, il va être facilement abordable pour étudier le problème. Le problème, par contre, le hic, c'est que ces garanties sont limitées. Les garanties de dommage ouvrage et de décennale et de bon fonctionnement sont limitées à 2 choses. Il faut que le dommage affecte la solidité de l'ouvrage.
On peut comprendre ça à peu près. Faut que ce soit structurel. Voilà, la structure, solidité, c'est des mots qui parlent. Hein. Les murs, les fondations. Les fondations, les murs, tout le gros œuvre en fait. Gros œuvre, d'accord. Par contre, une autre notion, c'est si ça n'atteint pas la solidité, mais que ça rend l'ouvrage impropre à sa destination, eh bien, c'est garanti. Sauf que, pour les gens, impropre à destination, ça veut dire quoi? Eh oui. Voilà. Il faut éclairer les mots alors. Voilà. Alors, pour la garantie de 2 ans, c'est assez compréhensible aussi, puisque c'est le dysfonctionnement des équipements. Donc, un dysfonctionnement d'équipement, bon, on arrive. Hein. Donc, le problème de l'impropriété à destination, c'est que c'est défini en fait par la jurisprudence. Et c'est le législateur en 78, j'étais pas là pour savoir comment il a fait. Enfin, j'étais là, mais je comprenais pas encore grand-chose. Je l'ai fait moi-même. Mais je connais pas encore grand-chose sur la question. J'entends bien. N'a pas défini volontairement, de façon très précise, cette notion, si bien que c'est la jurisprudence qui l'a définie depuis 78 et qui continue à le définir maintenant. Donc, voilà. C'est évolutif ou adaptatif, on va dire. Ouais. Voilà. Donc. Alors, oui, les dommages intermédiaires. Voilà. Alors, ces explications que je viens de dire montrent une certaine complexité et montrent qu'il y a un trou dans la raquette, qu'il y a des dommages qui ne relèvent ni de la solidité, ni de la garantie de bon fonctionnement. Et le constructeur peut souscrire une assurance pour ces dommages-là, mais souvent, ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas obligatoire. Hein. Donc, quand il est dans ces dommages-là, qu'on appelle donc les dommages intermédiaires, hein, eh ben, il est un peu moins à même de venir essayer de régler le problème, parce que c'est lui qui va devoir payer. Hein. Alors, il y a la Cour de cassation, en 78 aussi, qui a défini la notion de dommage intermédiaire. Ça ne concerne que les dommages d'ordre décennal, puisque pour les dommages d'ordre biennal, qui sont les dysfonctionnements, la garantie se suffit à elle-même. Ok. Une chose importante dans cette garantie-là, oui, c'est que cette fois-ci, c'est au consommateur de démontrer le dommage. Ça, c'est encore relativement facile, mais d'apporter la preuve de la malfaçon. Oui. Donc, on n'est plus du tout dans la présomption de responsabilité qui est confortable. Là, il faut que le consommateur se défende et ça bien avéré en fait, hein, voilà. Preuve à l'appui. Oui. D'accord. Okay. Exactement. Alors, pour bien comprendre, est-ce que vous avez quelques exemples de dommages intermédiaires pour nos auditrices et nos auditeurs, Robert Six, à donner? Alors, des exemples, il y en a beaucoup. C'est là où on voit que justement, il y a énormément de désordres qui sont pas garantis en fait. Hein. Alors, des fissures inesthétiques, par exemple, une fissure à travers du carrelage de la cuisine. C'est une simple fissure. Ça n'affecte pas la solidité de l'ouvrage, ça ne rend pas impropre à la destination, c'est pas garanti, c'est un dommage intermédiaire. L'absence de ventilation de combles. Même chose, il fait trop chaud dans les combles, ça peut gêner pour l'isolation, enfin pour un tas de problèmes de vie dans la maison, mais ça n'affecte pas la solidité. Ça peut être un peu plus gênant quand même, non, qu'une fissure sur le carrelage, non? Ça peut être plus gênant, mais pour autant, ça n'affecte pas la solidité de la maison et ça ne rend pas la maison inutilisable. Okay. Donc, ce n'est pas impropre à destination. Les défauts d'aplomb des cloisons, une cloison qui penche un peu, ou alors tour de Pise. Oui, ou alors un sol qui n'est pas tout à fait droit et quand on met une bille dessus, elle part toute seule. C'est la même chose. J'ajouterais, pour rebondir sur ce que vient de dire Robert, il faut savoir qu'il y a certaines normes qui parfois ne sont pas appliquées, à savoir, c'est la règle, ils mettent une règle de 2 mètres, si j'ai bien compris, et que s'il y a une différence entre 2 à 3 mm, alors c'est suivant leur vêtement, si c'est du carrelage ou pas, et bien à ce moment-là, ça devient un défaut intermédiaire. Voilà, enfin, à titre d'exemple. Non, mais c'est parlant, absolument. Donc, les défauts de planimétrie, les cloquages de peinture, et toujours dans cette même idée, un cloquage de peinture ne rend pas impropre l'immeuble à la destination, on peut toujours vivre dedans, et puis il est toujours aussi solide. Des couleurs de revêtement d'étanchéité, les désordres qui affectent les peintures, souvent on voit en sous-face des balcons par exemple, les petites infiltrations.
une infiltration qui est souvent étonnante. La maison, il y a la maison qui est construite sur un sous-sol. Il y a une infiltration dans la partie sous-sol. Eh bien, ce n'est pas de la décennale parce que c'est normal qu'il y ait une infiltration dans un sous-sol. Un sous-sol, ce n'est pas fait pour être habité en chambre, en maison, donc c'est un dommage intermédiaire. Okay. Voilà des tas de... Des infiltrations... On tient compte du contexte, oui. Voilà. Des infiltrations qui ont pour origine des inondations épisodiques. Donc, qui n'étaient pas forcément prévisibles par le constructeur. Donc, c'est aussi du dommage intermédiaire. Et si c'est en zone submersible, par exemple, comment ça se passe? Parce que là, on sera dans des cas plus... Là, je parle vraiment de maisons d'habitation classiques, dans des zones, je dirais, qui ne sont pas menacées voilà. par sinon, le contexte. on rentre dans d'autres données. Okay. Bon, voilà, des décollements de bacs en acier. On voit bien sur la toiture, quelquefois le bac acier décolle, mais pour autant, il n'y a pas d'infiltration. C'est un dommage intermédiaire. Que dire encore? Des décollements de revêtement de sol souple, des désordres sur des canalisations extérieures qui se bouchent. Voilà, tout ça, c'est de l'intermédiaire. Des soulèvements de tuiles. Enfin bon, j'en passe. Mais un soulèvement de tuiles, ça peut être... C'est pareil, des tuiles se déplacent, sont légèrement déplacées, soulevées. Ou d'ardoise, en l'occurrence. Ça peut être de l'ardoise aussi, tuile, ardoise, voilà, ça sera mieux. Et j'ai rien contre les tuiles, ceci dit. Enfin, pour autant, la maison ne va pas s'écrouler. J'aime bien les éviter, les tuiles. Voilà, la couverture ne va pas s'écrouler. Et comme il n'y a pas d'infiltration, elle conserve son usage. Donc, il n'y a pas un propriétaire à destination. Voilà. Donc, il faut bien voir que face à toutes ces choses-là, il faut absolument que le consommateur apporte la preuve de la faute du constructeur. Par exemple, démontrer des fissurations non infiltrantes d'un pavillon, elles peuvent être dues à une faute de conception ou un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil ou à la non mise en œuvre d'un DTU. DTU ? DTU, c'est en fait la norme, DTU, document tactique unifié, qui est la norme de pratiquement tout acte de construction. En fait, j'interprète un petit peu, c'est un peu la Bible de la construction, DTU. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Démontrer le mauvais fonctionnement, par exemple, d'une station de chauffage, eh bien, il faut arriver à démontrer que l'entrepreneur n'a pas suivi les indications d'études qui auraient permis de trouver la bonne dimension de chauffage par rapport au volume de la maison. Donc tout ça, c'est quand même au consommateur de le déterminer. Hein. On voit bien, on n'est plus dans la décennale où hop, on était tranquille, c'était bon. Là, on est sur un tas de petits défauts où il convient de déterminer pourquoi ils ont lieu et où est la faute de l'artisan. Alors peut-être que les auditrices et les auditeurs s'y perdent un petit peu. Robert Six et Gérard Mavian, d'accord, si c'est un dommage qui n'affecte pas la solidité de la construction, on l'avait bien dit, bien souligné. Mais alors comment trancher entre un dommage qui relève de la garantie d'un propriété à destination et d'un dommage qui résulte de la garantie dommage intermédiaire ? Et là, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est une très bonne question parce que malheureusement, on quitte la technique pour entrer dans le juridique. Hein. Il existe aujourd'hui un gros débat sur l'étendue de la notion d'impropriété à destination. La Cour de cassation a même admis que quand contractuellement des objectifs de destination étaient déterminés entre les parties. Par exemple, l'installation solaire, c'est fait pour produire de l'électricité. Ah, ça, c'est déterminant. Eh bien, on peut admettre qu'on va au-delà de la notion actuelle d'impropriété à destination et on peut créer cette impropriété à destination par rapport à ce qui était prévu contractuellement. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est pas très grave si on ne retient pas ça. Ce qui est important de retenir, c'est que comme l'impropriété à destination, c'est une notion juridique qui bouge beaucoup, la première chose à savoir quand on a un dommage, même si l'expert de la décennale vient nous voir en disant « ça n'a pas de chance, c'est un dommage intermédiaire »,
il ne le fera pas par malhonnêteté, c'est que lui aussi, il a du mal parfois à faire la part des choses. Eh bien, il faut d'abord essayer de définir si on est vraiment sur un dommage intermédiaire ou si on ne peut pas passer dans l'autre catégorie qui est beaucoup plus confortable pour l'assuré. Est-ce que les conciliations existent en la matière? Alors, c'est possible? Il y a des médiations possibles. Oui, des médiations, voilà. Ouais, Okay. Alors, il faut savoir quand même que nous, on n'est ni juriste ni avocat, que chaque cas est un cas particulier. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai une fissure, c'est comme ça », bah oui, mais c'est pas la même fissure Bien forcément sûr. que l'autre. Et donc, il convient vraiment, si on a vraiment quelque chose d'assez grave et puis qui entraîne vraiment des mesures de pécuniaires importantes, eh bien, allez voir un avocat, pas que n'importe quel avocat, il y a des avocats spécialisés dans la construction et c'est ceux-là qu'il faut aller voir pour déjà voir si on est en dommage intermédiaire ou en garantie de bon fonctionnement, de parfait achèvement. Merci pour le tuyau. Ça, c'est peut-être le tuyau, voilà. Ouais. Parce que j'imagine bien que tout ce qu'on vient de dire, la plupart des gens ne vont pas retenir grand-chose, mais qui retiennent ça. Quoique. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai voulu démontrer, c'est que c'est tellement complexe que, au moins, s'assurer qu'on est dans la bonne catégorie. Ouais. Alors, en imaginant que notre litige relève bien des dommages intermédiaires, que doit faire le consommateur? Comme on l'a dit, la preuve de son dommage, ça c'est facile. La faute du constructeur, à moins que la personne soit spécialisée dans un domaine ou à son oncle ou son grand-père ou je ne sais pas qui est spécialisé dans le domaine. Sinon, il faut s'adjoindre à un expert en construction. Donc, on voit bien déjà, pour créer son dossier, il va falloir dépenser un peu d'argent. Et du temps aussi. Du temps, oui, et puis aussi un peu d'argent, parce que l'expert en construction, même si c'est pas forcément son gagne-pain. Très cher, il se fait payer quand même. Et si on a véritablement un bon rapport d'expert en construction, bien ça permet de construire un dossier. Alors, la première chose à faire, c'est maintenant qu'on a un bon dossier, c'est d'aller voir l'artisan. Parce qu'ils ne sont pas tous méchants. Il y a des gens de bonne composition. Et si l'artisan lui apporte suffisamment de preuves et de données, il y a de fortes chances. Enfin, moi, ça m'est arrivé à titre personnel. J'ai apporté les données nécessaires et l'artisan est intervenu sans aucun conflit. Si c'est pas possible, il faut lui envoyer une lettre recommandée avec mise en demeure d'intervenir pour réparer, compte tenu de ce qu'il y a dans le rapport de l'expert. C'est important de faire ça parce que si on ne fait pas une mise en demeure, on ne peut pas aller voir le médiateur. Et le médiateur n'interviendra que si on a déjà essayé une mise en demeure à l'amiable. Et l'étape suivante, c'est la médiation. Donc il faut savoir que chaque professionnel a l'obligation d'avoir un médiateur. Et il doit nous indiquer qui est le médiateur de sa profession. Et une fois qu'on a ce médiateur, eh bien, on lui envoie tout le dossier, puis on essaye de voir si le médiateur arrive à nous mettre d'accord. Et malheureusement, si le médiateur n'y arrive pas, la seule solution, c'est le recours à un avocat pour assigner. Très bien. Et on va s'apercevoir que très vite, on arrive à cette conclusion-là, qui est malgré tout très lourde, quoi. Bien sûr. Oui. Merci. Je voudrais ajouter juste un point de détail, c'est que pour trouver des experts en bâtiment, adressez-vous aux listes qui sont diffusées par les cours d'appel, qui, elles, font référence à des experts, assermentés, reconnus, agréés par le ministère de la Justice. Donc c'est quand même une garantie. Ne vous adressez pas à n'importe quel expert que vous allez trouver sur Internet. Parce que là aussi, il y a une faune importante pour vous pomper un peu plus d'argent, déjà que vous êtes déjà embêté avec d'autres sujets. Bon, alors, l'émission touche à sa fin. Eh bien, on va réitérer un peu ce qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire chaque fois que vous avez un problème, un souci, avant de signer quoi que ce soit, appelez-nous au 02 99 56 80 47 où une charmante hôtesse vous répondra. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup Gérard Mavian et Robert Six pour toutes ces précisions sur ce sujet ô combien important. On vous retrouvera une prochaine fois sur les ondes de Radio Parole de Vie. C'est la fin de ce 11-12. Rendez-vous demain, même heure, même station. Au revoir.
Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude, 100.5.